Tous les Noirs sont-ils des Noirs? Diagnostic clinique d'une crise identitaire. Les peuples africains ou d'origine africaine ont, à différentes périodes, de gré ou de force, migré vers d'autres continents, à savoir l'Europe, l'Amérique, l'Asie, et s'y sont établis, mélangés. Voilà maintenant que depuis un certain temps, un bon nombre d'Africains et leurs descendants semblent se découvrir une autre identité ethno-raciale, présumée distincte de celle historiquement catégorisée de noir, en affirmant souvent que ce n'est pas parce que je suis noir que je suis noir. Bien que la catégorie noire soit généralement employée en français pour distinguer un être humain ayant la peau foncée, originaire notamment d'Afrique subsaharienne, ce terme peut être utilisé pour désigner d'autres groupes humains ailleurs dans le monde. Alors, il conviendra donc ici pour moi de rendre compte d'un paradoxe. Tous les Noirs sont-ils des Noirs? Autrement dit, noir, c'est noir. De fait, qu'est-ce qui peut nous amener à l'heure actuelle à penser que parce qu'une personne présente certains traits physiques et ou psychologiques stéréotypés des Noirs, cela fait mécaniquement d'elle une Noire? À penser que ces critères essentialisés seraient suffisamment valides pour la catégoriser dans l'un ou l'autre des sous-groupes géographiques de l'humanité. Je vais essayer de sonder cette question à la fois ancienne parce qu'elle remonte à l'histoire de l'esclavage et qui n'en reste pas moins très actuelle et pertinente. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Pour ce faire, je vais donc, dans un premier temps, creuser pour voir pourquoi tous les Noirs ne sauraient être des Noirs. Je vais essayer dans un second temps d'émettre quand même quelques réserves. Bah ouais, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein? Et je terminerai dans un troisième temps en abordant l'aspect purement clinique de la question. Tous les Noirs ne sont pas des Noirs. Il y a au moins deux séries d'arguments qui peuvent être invoqués en faveur de cette thèse. En premier lieu, les races n'existent pas. Rappelons ici avant toute chose que c'est en 1775 que Johann Friedrich Blumenbach divisa les hommes en 5 races, hiérarchisées entre elles, sur la base de critères physiques et culturels non scientifiques, identifiés par 5 couleurs de peau, à savoir l'Américain rouge, le Caucasien blanc, l'Éthiopien noir, le Malais brun et le Mongol jaune. À la fin du siècle dit des Lumières, la race était donc entrée dans le vocabulaire scientifique comme catégorie d'analyse des différences entre les hommes. Au cœur des distinctions raciales se situait bien la race noire qui fit l'objet de toutes les attentions théoriciennes parce qu'elle était en quelque sorte le standard permettant de mesurer les autres races, d'en évaluer l'éventuelle dégénérescence par contamination raciale et aussi parce que cette race était considérée comme servile. Depuis les années 70, des études scientifiques fondées sur la génétique, je ne parle pas ici des superstitions religieuses, je dis ça pour les créationnistes, donc ces études scientifiques ont montré que le concept de race n'était pas pertinent pour caractériser les différents sous-groupes géographiques distincts au sein de l'espèce humaine. Car la variabilité génétique entre les individus d'un même sous-groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre sous-groupes géographiques. Dit autrement, il existe plus de différences socioculturelles entre un Japonais, un Congolais et un Grec, par exemple, que de différences génétiques. Le consensus scientifique actuel rejette donc en tout état de cause la présence d'arguments biologiques pour légitimer la notion de race. Cela est d'autant plus vrai que tous les différents sous-groupes géographiques sont féconds entre eux et que la vitalité de ceux que l'on appelle abusivement des métis est la preuve de l'unité de la race humaine qui crée la diversité.
Tandis que si l'on prend le cas du bardo et du mulet par exemple, qui sont des hybrides issus du croisement d'un étalon et d'une ânesse et inversement, on voit qu'ils sont, eux, statistiquement stériles. C'est pourquoi la notion de métis n'a pas plus de validité scientifique, puisqu'elle suppose l'existence préalable de races pures. Or, les races pures, dans le règne animal, ne peuvent exister qu'à l'état expérimental au laboratoire, avec des souris par exemple. Donc, le concept de race ne peut pas être utilisé pour assigner à résidence des groupes humains. Purgés de toute signification biologique, on considère les concepts de race et de métis dans un sens historique et social essentiellement. Il est même plus juste de parler de genre humain qui serait composé de groupes divers et différents socialement et culturellement. Ainsi, d'un point de vue biologique, la peau foncée est un épiderme qui comporte un fort taux de mélanine. C'est donc une adaptation génétique issue de la sélection naturelle permettant une protection face aux effets nocifs comme les brûlures ou les cancers, des radiations UV dans le milieu fortement ensoleillé. Si toute l'humanité avait la même couleur de peau au départ et qu'il y a eu seulement une pression de sélection pour une couleur de peau moins foncée, parler des Noirs, n'est-ce pas supposer qu'il existerait une race noire, alors même que le concept de race, on l'a vu, est complètement inopérant pour différencier les différents sous-groupes géographiques humains. Ou alors, si l'on interprète maintenant le concept de race dans son acception socio-culturelle, on voit que le groupe des Noirs est infiniment divers socialement et culturellement. Et mettre tous les Noirs dans le même sac catégoriel, n'est-ce pas une opération problématique? Plus simplement, parler des Noirs, n'est-ce pas construire de toutes pièces un groupe faussement homogène? En deuxième lieu, quand bien même il existerait un Noir dans un sens historique et biologique, il n'est passablement qu'africain. Il faut d'abord rappeler que les termes fondamentalement racistes de nègre et dans l'esprit de l'esclavage de noir que les théoriciens européens du racialisme et du racisme ont commencé à appliquer aux Africains et à leurs descendants dès le XVe siècle ne désignent pas ordinairement les indigènes de l'Océanie, papous, aborigènes, ni du subcontinent indien, dravidiens, négritos, dont je précise que la peau est souvent beaucoup plus foncée que celle de certains Africains et, à plus forte raison, de beaucoup d'afrodescendants. L'idée d'homme noir qui fonde le racisme est fondamentalement intimement liée à l'esclavage et à la colonisation, si bien que le terme noir renvoie dans l'imaginaire collectif étriqué des principaux intéressés et accessoirement des autres à un passé proche, peu glorieux et moins idéalisé des Africains. D'autant plus que noir, nègre et esclave étaient pratiquement synonymes au XVIIIe siècle. Logiquement, si tous les Noirs ne sont pas des Africains, et encore moins directement liés génétiquement, généalogiquement et spirituellement à l'Afrique, alors tous les Noirs ne sauraient être des Noirs. En d'autres termes, si l'histoire de tous les Noirs n'est pas en partie rattachée à l'Afrique, et encore moins au passé récent lié à l'esclavage et à la colonisation, alors tous les Noirs ne sauraient être des Noirs. Donc, possiblement des Blancs, mais aussi des Rouges, des Bruns ou des Jaunes à la peau sombre. Dans ce cas de figure, peut-on à ce niveau écarter les Papous, les Aborigènes, les Dravidiens et les Négritos de la liste des Noirs? C'est bien difficile à dire, mais la vraie question à ce point est la suivante. Est-on noir parce qu'on le décide ou le devient selon son sentiment
d'appartenance africain ou noir, ses expériences sociales du racisme et de discrimination et, de façon globale, sa lecture de l'histoire, ou parce qu'on accepte fatalement d'être défini et désigné comme tel. On peut bien aussi décider de ne pas se définir et se percevoir comme tel. D'ailleurs, beaucoup parmi lesquels figurent certains qui préfèrent se désigner comme Kamit estiment qu'en effet, il n'y a pas de noir, car nul ne saurait désigner un être humain par sa couleur de peau, sans être raciste, et qu'il va mieux parler d'Africains, d'Afro-descendants ou encore de Kamit. Certes, l'apparent paradoxe, c'est que Kamit signifie charbonné, brûlé en ancien égyptien. Si l'on traduit littéralement ce terme égyptien, on peut parler de noir, ce qui est sémantiquement équivalent et cohérent. Le même raisonnement peut être fait en déconstruisant aussi le terme générique d'Africain. Maintenant, si on estime que les termes africain et Kamit sont plus valorisants et sans connotation raciste que le terme noir, on peut aussi objecter qu'on peut dire noir et ne pas être raciste, et être raciste et ne pas dire noir. Mais en ayant recours à des termes volontairement dénaturés, rendus hideux et insultants, marquant l'origine géographique comme les mots immigré, migrant, étranger, aussi l'utilisation de surnoms dérisoires comme Bamboula ou encore africain qui, semble-t-il, est aujourd'hui cause de division et de tension. Je m'explique. Bien des Antillais d'ascendance africaine trouvent en l'appellation d'Africain une tentative d'homogénéisation identitaire, d'uniformisation des Africains et des Antillais en un groupe référant entre autres à la couleur de peau, d'une part, et un obstacle de taille dans leur lutte pour l'acquisition de la pleine citoyenneté européenne, française et coloniale, d'autre part. Mais si on dit les Antillais au même titre que les Africains ou les Noirs, on donne l'impression qu'il n'y a pas de différence au sein des Antillais d'ascendance africaine. Ce qui est faux et problématique, car il existe dans les sociétés des Caraïbes toute une terminologie, 27 en somme, avec des variantes selon les îles qui permet de distinguer et de hiérarchiser les individus en fonction de leur phénotype et plus particulièrement en fonction de leur couleur de peau. Ainsi, on trouve du plus foncé au moins foncé, entre autres les mots nègre, cap, mulâtre, mestif, octavon, carderon, mamelouk, chabin, etc. Tout un tas de noms qui faisaient d'ailleurs l'objet d'une taxonomie précise pendant l'esclavage et dans la continuité coloniale. Il va de soi que si l'on se base uniquement sur la pigmentation de la peau, la catégorie noire n'a sans nul doute de définition formelle et objective. De cette façon, elle ne saurait donc à elle seule suffire à rendre compte de toutes ces variétés de couleurs. Par conséquent, la question est donc de savoir quelle catégorie sociale et non biologisante utiliser et pourquoi faire, sans toutefois tomber dans l'essentialisation de ce qu'est être noir. Mais revenons à la catégorie noire qui nous occupe et considérons maintenant le cas d'une partie de la population afrodescendante identifiée et s'identifiant comme africaine ou noire, ayant également des ascendances ethno-raciales multiples, européennes, amérindiennes, asiatiques et ou orientales. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que cette population en question ait une certaine proximité physique et ou psychologique avec la ou les autres parties de son héritage génétique. Plus clairement, elle ne saurait être strictement noire. Elle est à la fois noire et accessoirement autre. En effet, on ne voit pas pourquoi elle serait, entre guillemets, incomplète au point d'être
uniquement africain, uniquement noir. Dès lors, il est tout à fait légitime que celle-ci puisse librement choisir son identité à son gré, parmi les possibilités qui s'offrent à elle, selon son ressenti d'appartenance, d'intégration et ses expériences sociales. Minimiser une partie de leur ascendance, c'est faire du populisme identitaire. D'autres, par contre, ne se sont pas posé la question des ascendances ethno-raciales multiples pour pouvoir choisir leur identité. C'est ainsi que l'on peut s'étonner que des personnes d'apparence noire puissent, selon certains, agir avec les caractéristiques stéréotypées des autres sous-groupes et l'assumer. Tel est le cas par exemple avec le concept bien connu de whiteness aux États-Unis, blanchité, qui concerne entre autres la couleur de peau, les cheveux, la manière de parler, la mode, les goûts musicaux, etc. Si toute généralisation est imbécile et source d'erreur, alors l'on aura tort de considérer a priori toute personne d'apparence noire comme étant strictement et intégralement noire, uniquement sur la base des logiques d'identification mélanique arbitraire. Mais une telle fixation mélanique n'achèverait-elle pas les principaux intéressés vers une aliénation mélanique? En tout cas, le succès de nombreux produits blanchissants et défrisants, très nocifs, et le recours parfois même à la chirurgie dans une frénésie de gommage, d'effacement radical de tout ce qui pourrait ramener à une apparence noire, démontre à suffisance qu'il y a une sérieuse crise identitaire qui traverse les principaux intéressés. Passons à présent au deuxième aspect, à savoir, tous les noirs sont en fait des noirs. Plus précisément, tous les noirs directement liés génétiquement, généalogiquement et spirituellement à l'Afrique, et leurs descendants sont des noirs. À ce propos, il y a également au moins deux séries d'arguments qui peuvent être invoqués. Premièrement, il y a la réalité des statistiques ethno-raciales comme marqueur identitaire. L'usage des statistiques ethno-raciales comme une information de nature sociologique dans la plupart des pays européens comme le Royaume-Uni et des pays d'Amérique comme le Brésil, les États-Unis et le Canada repose sur l'idée qu'elles sont essentielles pour la santé publique et nécessaires pour répondre aux besoins d'identification dans un cadre criminologique par exemple et pour lutter contre les inégalités et les discriminations ethno-raciales. Mais il semble que la conception sociologique des statistiques ethno-raciales ne fasse pas la part belle à la sociologie. Les considérations génétiques et biologisantes y sont omniprésentes. En effet, les catégories proposées pour construire les statistiques ethno-raciales ne sont pas des catégories statistiques au sens usuel du terme, et encore moins des catégories sociales. La catégorie sociale exprime une relation avec un système social et économique, quelque chose dont on peut sortir et entrer. La catégorie ethno-raciale est au contraire une catégorie immanente propre à l'individu dont il ne sort pas. Or, dans la politique de lutte contre les inégalités et les discriminations, pour intégrer les gens, on les classe dans les communautés de couleur de peau, blanc et noir par exemple. Dans le domaine de la santé, les institutions médico-scientifiques montrent comment les disparités en matière de santé existent entre les individus différemment en fonction de leur couleur de peau. Dans le cadre criminologique, comment décrire un criminel et encore moins un suspect ou une personne disparue sans considérer sa couleur de peau ou sans considérer que les races existent, du moins dans les imaginaires. Pourquoi, malgré tout, les statistiques carcérales sont-elles colorées? Si l'on s'en tient à ce que les statistiques ethno-raciales sont des catégories strictement sociales, c'est-à-dire des données de nature uniquement sociologique, se pose alors la question de savoir
quels critères socio-économiques permet finalement de classer malgré tous les gens en catégories sociales de couleur. Autrement dit, quels critères socio-économiques individuels faut-il avoir pour sortir et entrer dans l'une ou l'autre des catégories sociales de blanc et de noir, par exemple. Il est vrai que la couleur de peau n'est pas un fait social et généralement pas négociable, et il est rare qu'une personne puisse choisir librement de passer pour noire ou blanche, le cas échéant. De plus, le racisme, les inégalités et les discriminations ethno-raciales sont d'abord fondées sur l'apparence physique, génétiquement rattachée à la pigmentation de la peau, et seulement ensuite socialement rattachée à une origine plus ou moins imaginaire. Suggérer que les statistiques ethno-raciales dans le cadre criminologique, médico-scientifique ou de lutte contre les inégalités et les discriminations ne seraient qu'une information de nature sociologique, sans des implications biologiques, est un argument fallacieux qui, par ailleurs, n'exclut pas la réification du concept de race en le biologisant. Les statistiques ethno-raciales contribuent donc inévitablement à faire exister socialement, mais aussi biologiquement, les catégories de population en leur consacrant effectivement une réalité. Maintenant, bien que certains Africains et Afro-descendants semblent se découvrir une autre identité ethno-raciale, présumée distincte de celle historiquement catégorisée de noirs, en affirmant souvent de façon paradoxale que ce n'est pas parce que je suis noir que je suis noir, il faut reconnaître que la catégorisation ethno-raciale reste imposée par les formes de label de l'ethno-racial qui sont généralement très simplistes et ne reflètent pas la diversité ressentie par chacun. Quand bien même elle le serait, elle renverrait à une multiplication des étiquettes qui ne correspondraient pas à un groupage simpliste. L'exemple le plus significatif nous est fourni par ce qui est qualifié de métissage. Alors par exemple, le recensement américain et surtout brésilien permet de cocher plusieurs cases en introduisant une catégorie qui est métisse. Mais qu'est-ce que métisse? Puisqu'il s'agira une fois de plus de les classer en catégories. On aura donc autant de catégories de métis que de combinaisons ethno-raciales possibles. On imagine bien la complexité des labels à introduire à court, moyen et à long terme dans ce processus de métissage pour définir des catégories ethno-raciales multiples qui, dans un souci de reconnaissance raciale, ne minimiseraient aucune ascendance. Il paraît donc difficile, voire impossible, de construire de telles catégories. Ce qui explique qu'en réalité, on demande tout simplement aux individus de choisir ce qu'ils sont en leur proposant un ensemble de catégories qui est généralement blanc, noir, arabe, asiatique, indien, hispanique ou juif. Mais blanc et noir sont des couleurs. Si on utilise blanc et noir comme adjectif, dans ce cas, je ne connais pas de couleur arabe, asiatique, indienne, hispanique ou juive. Encore que juif renseigne plutôt sur une pratique religieuse, ce qui impliquerait logiquement aussi des catégories catholiques, musulmans, païens, animistes, etc. Ou alors, si blanc et noir sont utilisés comme nom, dans ce cas, il vaudrait mieux parler d'Européens et d'Africains pour garder une certaine cohérence dans la dénomination. Il est donc peu probable que ceux des Africains, afrodescendants ou noirs en général, qui s'auto-identifient à des catégories ethno-raciales imaginaires bricolées sur le tas, ne se reconnaissent pas, ne se sentent pas appartenir au même groupe que ceux qui se désignent, se perçoivent ou sont perçus comme africains, comme noirs.
ou encore que leur identité ethno-raciale imaginaire, disparate et hétérogène ne soit valide d'analyse statistique, à moins que l'on introduise d'autres critères réels ou prétendus pour les rendre valides d'analyse statistique. En réalité, l'identité ethno-raciale n'est pas, dans la pratique, simplement du ressort de l'individu. Même lorsque l'individu est autorisé à s'auto-identifier, sa réponse est reclassée par l'État ou les différentes instances administratives, car les données statistiques, pour être utiles, ne peuvent être aussi disparates et hétérogènes que les sensibilités individuelles, les sentiments d'appartenance de chaque individu. L'utilité des statistiques est donc avant tout d'uniformiser la population en groupes ethno-raciaux ayant, autant que faire se peut, l'apparence de la légitimité que procure le ressenti d'appartenance, d'auto-identification. Deuxièmement, il y a le zéro blanchité. Comme on vient de voir, la question de la mixité des origines est essentielle, tout en reconnaissant le fait que les personnes afrodescendantes ayant des ascendances ethno-raciales multiples sont libres de choisir leur identité à leur gré, mais que la nécessité d'uniformisation de la population en groupes ethno-raciaux fait qu'elles sont de toute façon reclassées, je dirais même recadrées par l'État. Il faut cependant noter que la règle racialiste et raciste de la seule goutte de sang, la One Drop Rule, qui existe déjà depuis la fin du 19e siècle, qualifie de noir toute descendance de noirs. C'est une pratique sociale et juridique. Je ne dis pas qu'elle est morale, c'est pas ça la question. Donc c'est une pratique consistant à classer toute personne abusivement appelée métisse dans une race de rang inférieur. On dira aujourd'hui dans un sous-groupe soi-disant de rang inférieur, ce qui en soi constitue même une limite pratique à l'auto-identification lorsque les personnes devant être classées sont des nouveau-nés, sont décédés, ou bien se définissent tout simplement comme multiraciales, ou bien encore multiraciales, mais choisissent de ne pas se définir et s'identifier au sous-groupe soi-disant de rang inférieur. Si les Africains et les Noirs en général ne sont pas racialistes et racistes, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à l'être, est-ce donc parce qu'ils seraient plus humanistes et universalistes, et que là où les autres voient avant toute chose la couleur de peau, la pureté de sang, eux en revanche voient l'humain? Assurément oui, et c'est bien vrai, vu que l'Afrique est le berceau de l'humanité, des Homo sapiens il y a environ 200 000 ans, et en vertu du fait que le premier défi pour les Africains, dans un environnement exceptionnellement hostile, a été d'établir les premières sociétés humaines viables et pérennes, dotées des avantages qui allaient leur permettre de se répandre très vite dans toute l'Afrique, puis dans le reste du monde, et officiellement en Europe, depuis seulement 45 000 ans. Donc, vraisemblablement, il n'y aurait pas eu de vie si les premières sociétés africaines n'avaient pas réussi à survivre dans un écosystème peu hospitalier. Autre chose, s'il est malgré tout aussi vrai qu'aujourd'hui, certains individus noirs fortement aliénés et en crise profonde d'identité peuvent chercher à effacer radicalement tout ce qui pourrait les ramener à une apparence noire et agir avec les caractéristiques stéréotypées des autres sous-groupes et l'assumer, il n'en reste pas moins vrai que la première chose dont l'homme africain, l'homme noir, est conscient est que ces individus noirs, pathologiquement aliénés, sont différents de ceux dont ils miment honteusement les traits physiques et psychologiques. Parce qu'être noir
quand on n'est pas noir. C'est quand même pas de bol. Donc, si ces individus fortement aliénés et en crise profonde d'identité savaient qu'effectivement qu'ils étaient noirs, comment est-ce qu'ils vivraient? En se blanchissant la peau, en se défrisant les cheveux, en faisant tout ce qui puisse les éloigner le plus loin possible d'une apparence noire. Alors c'est la vie épouvantable et pénible, au point qu'ils entrent dans une contradiction entre le changement d'apparence et leur identité. C'est-à-dire que si vous dites qu'un être change, par définition, c'est qu'il cesse d'être identique à lui-même. Et s'il demeure identique à lui-même, c'est qu'il n'a pas changé. Donc, il y a une contradiction entre l'identité de soi à soi et le changement opéré. Donc, soit ils sont noirs, mais ils ne le savent pas, et donc c'est comme s'ils ne l'étaient pas. Soit ils le sont, et ils savent cela, et c'est la vie infernale, c'est l'enfer. De sorte que l'on pourrait prédire, en plus du phénomène inquiétant, très répandu dans la communauté noire, du blanchiment de la peau, qui ne change donc rien à leur identité, un fort taux de suicide extrêmement élevé, si tous les noirs savaient qu'ils étaient noirs. Je n'ai pas la prétention d'épuiser la question. Tout compte fait, il y a plusieurs conclusions à tirer de ces réflexions. Tout d'abord à la question « Qui est noir aujourd'hui ?» On répondra dans ceci. Un noir est une personne ayant des origines venant d'Afrique subsaharienne. Cela inclut les personnes qui se disent noires, afro-américaines, afro-européennes, afro-asiatiques, afro-orientales. Dans le cas le plus général, est noir celui qui se considère ainsi et estime que son attachement génétique, généalogique ou spirituel à l'Afrique constitue une part essentielle à son identité. La couleur de peau n'étant généralement pas négociable et que la première chose dont l'homme noir est conscient est que ceux des leurs qui se considèrent comme blancs, jaunes ou s'inventent d'autres catégories imaginaires prétendues sont bien différents de ceux et de ce qu'ils prétendent être. La deuxième chose dont l'homme noir est conscient est que le sous-groupe des noirs est un et multiple. Il a toute la diversité en lui, tout comme l'Afrique aussi est diverse, multiple et variée, riche et foisonnante. Cheikh Anta Diop a montré qu'il y a de l'unité culturelle parce qu'il y a des peuples qui ont vécu longtemps au sein de grands ensembles. En dépit de la diversité, en dépit de la multiplicité, il y a une unité. La grande différence avec les Blancs, par exemple, est qu'être blanc n'est pas une préoccupation majeure, mais une évidence à laquelle on ne pense pas, puisque celle-ci est pensée comme universelle. Ce qui fait que les Blancs, en général, ont beaucoup moins de gêne à parler des Noirs qu'à parler des Blancs. Ensuite, à la question « Quel diagnostic clinique faut-il faire ?» Comme j'ai essayé clairement de l'illustrer tout au long de mon exposé, il y a bien caché dans les replis de bon nombre parmi les Noirs des souffrances secrètes qui affectent leur identité, des souffrances secrètes qui sont à chercher du côté des rapports historiques entre l'Afrique et l'Occident, qui a vu les autres à travers un prisme déformant du mépris biologique et culturel. La couleur de peau est si négativement chargée qu'ils en ont honte et la rejettent. Pour eux, elle signifie esclavage,
dans lequel le noir n'est pas un humain, mais un homme marchandise. Elle signifie colonisation, avec l'installation d'un rapport de domination basé sur la hiérarchie des races qui marque la supériorité d'un groupe sur un autre, et une destruction des structures et des imaginaires locaux, ainsi qu'une construction de l'idée que le savoir, le pouvoir, la beauté, la puissance et le commandement sont l'apanage du blanc. L'exégèse biblique avec, entre autres, l'image d'un diable qui est noir, vision qui pèse sur l'imaginaire des Africains et des Afro-descendants. Elle signifie guerre, pauvreté et misère avec ses lots de migration dans lesquels les Noirs plus visibles sont victimes. Tout ça a pour conséquence une dépersonnalisation morale et culturelle aiguë chez beaucoup de Noirs, ce qui induit en eux une haine de soi renforcée par le regard des autres, dans lequel ils voient toujours du mépris, de la condescendance. Du point de vue psychologique, l'impact de l'esclavage et la colonisation sur certains Noirs est un héritage émotionnel très lourd, ce qui fait qu'ils ont un rapport flou avec l'origine africaine. Et lorsque celle-ci se précise, elle renvoie aux souffrances qui affectent donc négativement leur identité et, par voie de conséquence, compliquent toute construction identitaire. Pour pallier à ce problème, il génère donc des stratégies identitaires pour trouver un certain équilibre intérieur. Mais tant que les Africains, les Noirs en général, ne se réuniront pas pour imposer l'entrée de l'Afrique comme puissance mondiale, beaucoup de Noirs, faibles d'esprit ou pas, continueront à souffrir davantage, secrètement, et à adopter des comportements pathologiques d'évitement qui les amènent à dire ce n'est pas parce que je suis noir que je suis noir. C'est la condition pour que les Africains, le noir, soient respectés et ne soient plus en Afrique et partout ailleurs dans le monde au plancher de l'humanité considéré. Il s'agit d'un combat de civilisation. Puis à la question, quels sont les échappatoires possibles? La première est de s'accepter et de s'aimer. Et cela est valable pour des éléments que l'on essentialise chez l'autre sous-groupe. Cela permet d'éviter l'autoracisme qui conduit à s'éclaircir la peau, à se lisser les cheveux, etc. La deuxième échappatoire est de se former et se cultiver en découvrant l'histoire extrêmement riche de l'Afrique, mais aussi ses grandes richesses culturelles, civilisationnelles et spirituelles qu'elle recèle avec ses grands penseurs, ses langues, sa poésie, ses mythes, sa spiritualité, ses philosophies, etc. La troisième échappatoire est de rectifier le regard que l'on a de soi dans le miroir, de porter un regard sur le réel hors des injonctions civilisationnelles des autres, d'avoir tout simplement le souci de soi, notamment en s'organisant comme contre-pouvoir et en imposant son identité dans l'espace public, économique et politique, et en se constituant en force de pression. Enfin, la quatrième échappatoire est d'avoir le souci des autres, de participer à leur éducation, de participer à la décolonisation des esprits. Comment? Par exemple, en militant pour que les histoires de la colonisation et de l'esclavage soient enseignées avec pour but d'informer. Pour finir, je dirais ceci, que les races n'aient pas d'existence biologique et qu'il faille promouvoir l'unicité du genre humain est une position morale qui n'empêche pas de penser l'histoire des discriminations précisément fondée sur elle. Le rejet de la catégorie de race n'a pas éradiqué le racisme et les souffrances qu'il inflige aux individus, notamment du sous-groupe des Noirs. Il est indéniable que les communautés noires vont devenir avec le temps de plus en plus hétérogènes, économiquement, socialement, culturellement, par le processus de métissage
qui entraînera la perte de la diversité socio-culturelle par une uniformisation de la culture noire sur des standards blancs, par essence aliénants. L'idéal de conserver une unité noire, une identité noire commune, et l'importance de construire une mémoire commune sera un défi qui requerra l'invention de nouveaux moyens d'action. Mais est-ce que l'idée même d'une identité et d'une mémoire noire n'est pas une conception afrocentrique, romantique?